Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat Santélogue, une émission pour dialoguer, pour échanger ou débattre d'une actualité ou d'un thème de santé. Nous nous intéressons aujourd'hui à un sujet complexe, difficile et qui préoccupe la profession médicale et dans les établissements de santé et dans l'exercice libéral. Il s'agit du régime juridique d'indemnisation en cas d'infection nosocomiale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Gombaud, directeur général du sous-médical groupe MACSF. Merci Nicolas Gombaud d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Pour commencer, je vous propose de faire un point sur le régime juridique d'indemnisation actuel. C'est un sujet pointu qui a évolué récemment. Aujourd'hui, en pratique, je suis professionnel de santé, j'exerce en libéral. Je suis mis en cause par un de mes patients pour une infection nosocomiale. Ça se passe comment ? C'est vrai que c'est très complexe. Je vais essayer... Et c'est très vaste peut-être. C'est vaste aussi. Je vais essayer de rendre l'exposé le plus sommaire et le plus compréhensible. Si vous êtes professionnel de santé et qu'un de vos patients vous reproche d'avoir contracté une infection nosocomiale à l'occasion de vos soins, le principe posé par la loi Kouchner du 4 mars 2002, c'est que la responsabilité du médecin, elle est basée sur la faute. Et donc il va falloir que le patient prouve une faute pour pouvoir être indemnisé. À la différence des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, cliniques ou hôpitaux, lorsqu'une infection est contractée par un malade au sein d'une clinique, au sein d'un hôpital, eh bien, la clinique ou l'hôpital sont condamnés de façon systématique, sur la base d'une obligation de résultat, à indemniser le préjudice subi par le patient en matière d'infection nosocomiale. Donc, d'un côté, il faut prouver la faute à l'encontre des médecins. D'un autre côté, les établissements, eux, sont responsables même sans faute. Il suffit de prouver qu'on a contracté une infection dans l'établissement. Et puis, dernière précision, la loi du 30 décembre 2002 a ajouté une pierre à cet édifice. Parce que pour les assureurs, et notamment pour les assureurs d'établissement, la charge de l'indemnisation de ces infections était extrêmement lourde, puisque c'est systématiquement que l'assureur de l'établissement doit intervenir pour indemniser la victime. Alors la loi du 30 décembre 2002 a fait une distinction entre les infections qui provoquent les préjudices les plus graves et puis les infections qui provoquent des préjudices moins graves et qui sont évidemment beaucoup plus fréquents. Pour les préjudices les plus graves, les dossiers sont rares. Pour les préjudices les plus graves, la loi prévoit que c'est un fonds qui s'appelle l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, un fonds d'ordre public. C'est solidarité nationale. C'est la solidarité nationale dont je parle, tout à fait. C'est l'ONIAM qui intervient pour indemniser les patients. Pour les infections les plus graves, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire celles qui entraînent soit le décès du patient, soit une incapacité supérieure à 25%. Et pour toutes celles des infections qui n'atteignent pas ce seuil, ce sont, comme je vous l'ai dit, les établissements de santé et leurs assureurs qui sont obligés de l'indemniser. Voilà le régime légal. Et donc, si vous contractez une infection à l'occasion d'un soin donné par un médecin libéral à son cabinet, vous ne serez pas indemnisé, sauf si vous démontrez la faute. À la différence, encore une fois, comme je vous l'ai dit, d'une infection contractée dans un établissement de santé, une clinique ou un hôpital, où là, toute infection contractée dans cet établissement entraînera une indemnisation au profit de la victime et à la charge de l'établissement et de son assureur. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou historique peut-être à ces différences Oui, pourquoi cette différence ? Eh bien, tout simplement parce que le législateur, la loi Kouchner, en 2002, a considéré que la prévention de ces infections, lutter contre ces infections, c'était beaucoup plus facile pour un établissement que pour un médecin. Voilà l'origine de cette différence de régime légal. D'accord. Alors on va
peut-être revenir, on va peut-être redire quelques mots sur cette loi de mars 2002 et puis celle du 30 décembre qui était incontournable et puis nécessaire et qui a permis de parler de ce problème d'indemnisation dans le cas d'infection nosocomiale, ne pas être défavorable aux victimes, mais ne pas prendre le risque non plus de se voir se raréfier des spécialités médicales. Est-ce qu'avec cette loi, on a réussi à trouver un équilibre satisfaisant du point de vue financier notamment, et pour les victimes, et pour les assureurs, et pour les professionnels de santé? Alors, en dresser un bilan, c'est là aussi loin d'être simple. Ce qu'on peut en dire, c'est que, globalement, avec cette loi, on a favorisé l'indemnisation amiable. Et grâce aux structures qui ont été mises en place, notamment les CRCI, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, qui chaque année ont de plus en plus, on peut parler de succès, non, de dossiers, oui. De dossiers, et de plus en plus de succès, mais qui n'interviennent que pour les dossiers les plus lourds, qui ne peuvent intervenir que pour les dossiers les plus lourds. On a favorisé l'indemnisation des victimes, ça indéniablement. Deuxième chose, on a au niveau de certains praticiens, des difficultés assurantielles majeures. Pourquoi? Parce que dans certaines spécialités médicales, on a un nombre de mises en cause de responsabilités qui sont importantes, et dans d'autres spécialités médicales, on a des coûts qui sont absolument exorbitants par rapport à ce que le professionnel de santé pourrait payer. Et donc, c'est toute la difficulté assurantielle aujourd'hui. Certaines spécialités sont sinistrées. On peut les citer peut-être? L'obstétrique. L'obstétrique. Tout à fait. L'obstétrique, parce que en France, vous avez aujourd'hui un peu moins de 1500 obstétriciens libéraux, et le poids de leur prime d'assurance de responsabilité professionnelle est tellement important que bon nombre de ces praticiens abandonnent la profession. C'est très vraisemblablement la mort de l'obstétrique libérale si aucune réforme nouvelle n'intervient, et du reste, un sénateur a déposé... Voilà, on va en parler, donc on risque d'y voir plus clair quand même en 2010. Tout d'abord, on peut dire peut-être qu'il y a une sorte de grève latente chez les obstétriques, qui montre ce problème d'indemnisation. Tout à fait. Les obstétriciens dénoncent le poids de la responsabilité, le poids de l'assurance qui pèse sur leurs épaules, et moi je le comprends très bien. Aujourd'hui, leurs revenus ne leur permettent pas de faire face aux charges qui sont les leurs, compte tenu des risques d'engagement de leur responsabilité. C'est une sévérité des magistrats ou... C'est à la fois une sévérité des magistrats, mais c'est surtout un problème d'ordre économique. Alors, je ne parle que du problème économique. Évidemment, lorsqu'un accident intervient, c'est un drame humain. Mais je mets totalement de côté cet aspect pour les besoins de la démonstration. Lorsqu'un accident d'obstétrique intervient, et lorsque c'est un accident grave, aujourd'hui, l'indemnisation qu'il y a à verser à ces enfants gravement handicapés atteint des sommets qui n'étaient absolument pas connus il y a encore de cela quelques années. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années encore, en cas de préjudice important causé à un enfant au moment de la naissance, eh bien, dans la majorité des cas, l'espérance de vie de l'enfant était relativement faible. Et il décédait dans les jours, dans les semaines, dans les mois suivant sa naissance. Aujourd'hui, les progrès réalisés en matière de réanimation néonatale permettent la survie d'enfants grands encéphalopathes qu'il va falloir prendre en charge toute leur vie durant par une assistance, par une tierce personne, 24 heures sur 24, et lorsque le professionnel de santé est jugé responsable de l'état de santé de l'enfant, eh bien, il va avoir à indemniser tout ce préjudice. Et donc, les préjudices les plus lourds, les indemnisations les plus lourdes qu'un assureur peut avoir à verser aujourd'hui en obstétrique, elles peuvent dépasser aujourd'hui les 6 ou 7 millions d'euros. Vous répartissez une somme de ce montant sur quelques 1300 ou 1200 obstétriciens libéraux, vous voyez le coût que cela peut déjà faire sur un plan unitaire. Mais si 3, 4 ou 5 événements de cette nature se produisent dans l'année,
eh bien, plus personne ne peut supporter le coût. On comprend la satisfaction. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, Dominique Leclerc, sénateur d'Indre-et-Loire, a déposé récemment une proposition de loi avec Alain Milon pour améliorer la couverture d'assurance responsabilité civile sur ce constat en particulier. D'abord, avez-vous été consulté Nous ne l'avons pas été cette fois-ci. Connaissez-vous, est-ce qu'on peut parler du contenu de cette proposition, des grandes lignes? Oui, bien sûr. Auparavant, pour dresser d'une façon définitive la problématique aujourd'hui, il faut vous dire que le montant de la garantie assurantielle, il est prévu par les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un assureur prend en charge un contrat d'assurance de responsabilité médicale, lorsqu'il assure un professionnel de santé, raisonnons sur l'obstétrique, lorsque nous assurons un obstétricien, la réglementation prévoit que nous ne pouvons pas l'assurer pour une garantie moindre de 3 millions d'euros par événement, par sinistre, par dossier. Alors, certains assureurs peuvent proposer plus, mais la réglementation, c'est un minimum de 3 millions. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les dossiers les plus lourds peuvent atteindre, voire même dépasser 6 ou 7 millions d'euros. Que se passe-t-il si un assuré, un obstétricien par exemple, cause un très grave préjudice à un enfant, qu'il est assuré pour 3 millions et qu'il est condamné pour 7? Eh bien, l'assureur paiera les 3 millions prévus à son contrat, et pour les 4 autres millions, il faut préciser que l'ONIAM dont je vous parlais pourra intervenir pour le surplus, mais l'ONIAM aura la possibilité de se retourner contre le praticien pour obtenir le remboursement de tout ce qu'il aura été amené à verser. Alors, ce qui permet à la victime d'être indemnisée, elle, et puis ensuite, le problème, ça va se poser entre le professionnel et l'ONIAM, plutôt qu'entre le professionnel et la victime. La victime est certaine d'être indemnisée, et ça, évidemment, la solution, elle est satisfaisante. Oui. Bien sûr, la victime doit être indemnisée. Mais le praticien peut être en but à un recours de cet organisme dont je vous parle, l'ONIAM, et avoir à rembourser sur ses deniers personnels des sommes, évidemment, qu'il n'est pas en mesure de faire, et donc la clé sous la porte. Il est saisi à vie de tous ses biens. Voilà pourquoi le sénateur Leclerc propose, finalement, dans le texte qu'il a déposé au Sénat, de supprimer la possibilité pour l'ONIAM d'effectuer ce recours contre le praticien. Et évidemment, ce serait de nature à supprimer cette épée de Damoclès absolument terrible qui pèse sur la tête des médecins lorsque les condamnations sont supérieures au montant d'assurance garanti dans le contrat. Est-ce qu'il y aurait une contrepartie, justement, à supprimer ce... Aujourd'hui, l'ONIAM, il est financé par le budget de la sécurité sociale. Donc, ce sont nos impôts qui règlent la question. Supprimer le recours de l'ONIAM, ce serait alléger évidemment d'autant la pression économique et assurantielle sur les praticiens. Doit-il y avoir une contrepartie ? Si c'est la condition pour le maintien d'une offre libérale en matière d'obstétrique, je pense que la question ne doit pas être abordée sous cet angle. Selon vous, ça répond aux attentes des professionnels de santé et particulièrement de ces spécialités médicales, cette proposition de loi? Très certainement. Elle serait de nature à leur apporter la solution qu'ils réclament depuis plusieurs années, pour laquelle ils se battent aujourd'hui, pour laquelle du reste certains obstétriciens sont en grève, parce qu'ils ont peur, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants, parce qu'après leur décès, le problème est identique vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs héritiers. Là, il y a eu récemment une modification, justement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement une modification qui est intervenue par la loi de financement de sécurité sociale qui vient d'être votée, là, pour fin 2009, mais qui ne règle pas encore le problème de façon totale,
Là encore, la problématique est complexe, il me faudrait beaucoup de temps pour vous l'exposer, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne règle pas définitivement le problème. On parle aussi d'un abaissement des compétences du seuil de compétences des CRCI, ces commissions régionales dont on parlait tout à l'heure, à 20%, non plus à 25%. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous demandez? Alors cet abaissement du seuil, il a pour objet de faciliter le recours des victimes. Parce que, comme je vous l'ai dit, les victimes ne peuvent pas saisir la CRCI pour des préjudices en deçà d'un certain seuil. Et le seuil, il est fixé par la loi, par le décret. Notamment, aujourd'hui, c'est 25% d'incapacité ou 6 mois d'arrêt de travail. Baisser ce seuil à 20%, ce serait permettre donc à un nombre plus important de patients mécontents de soins de saisir la CRCI et donc d'obtenir une indemnisation sans avoir recours à l'ONIAM, sans avoir recours au juge, pardon. Alors, de cette façon, on facilite le recours, pas besoin d'avocat, une procédure rapide, une procédure gratuite pour les victimes. Évidemment, cela aurait une répercussion sur le plan des finances publiques, puisque la CRCI non seulement peut décider qu'une faute a été commise, mais elle peut aussi décider qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique. Et à ce moment-là, la CRCI demande à l'ONIAM d'indemniser le préjudice subi par le patient. L'ONIAM, il est financé par le budget de la sécurité sociale, et donc un abaissement de ce seuil augmenterait les charges publiques, augmenterait les charges de l'ONIAM. Donc c'est une décision d'ordre politique. Il faudrait simplement l'apprécier, à mon sens, quant aux incidences financières que cela entraînerait. Pour finir, on va parler d'un reportage qui a été diffusé récemment sur France 3 concernant les erreurs médicales. Ce reportage s'appelait « Peur sur l'hôpital » et dans ce reportage, les assureurs ont été mis à mal, on peut le dire comme ça, accusés même de falsification des dossiers. On peut regretter cependant l'absence de ces assureurs dans ce reportage. Aucun n'a été interrogé. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce reportage? Alors j'ai une réaction, je dirais, à froid, parce que je n'ai pas eu l'occasion, à titre personnel, de regarder ce reportage, pardon. Mais effectivement, il m'a été rapporté le fait qu'un avocat, notamment, faisait état du fait que les assureurs maquillaient les dossiers, qu'ils transgressaient la vérité, la réalité des faits, demandaient aux médecins assurés d'occulter la vérité, etc. Oui, en effet, etc. Oui. C'est à charge. Moi, je suis extrêmement surpris par ce type de reproche. Je peux vous dire que les avocats n'ont pas le monopole de la déontologie. Les médecins eux-mêmes ont un code de déontologie à respecter et dans les dossiers que nous gérons, je vois que les médecins sont eux-mêmes extrêmement regardants et à très juste titre, bien entendu, sur le respect de la déontologie. Et puis les assureurs aussi ont le respect de la déontologie. Et pour ma part, nous assurons 60% des médecins français. Pour ma part, je peux vous dire que jamais nous ne pratiquons ce genre de comportement. Nous ne maquillons pas les dossiers, non, nous ne travestissons pas la réalité des faits. Alors, peut-être que les affirmations de cet avocat tenaient à la constatation d'une procédure qui s'était mal passée, je ne sais pas. Pour notre part, nous avons vu aussi des avocats de patients qui présentaient des demandes complètement inadmissibles en essayant d'obtenir, c'est sans doute le jeu aussi de la procédure, des indemnisations supplémentaires par rapport à ce à quoi pouvaient prétendre leurs clients. Dire encore une fois que les assureurs sont systématiquement de mauvaise foi, cela me choque. C'est faux, c'est totalement faux, et j'en laisse la responsabilité à son auteur de ces propos.
Merci Nicolas Gampeau. C'est un droit de réponse. Merci de me l'avoir Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission touche à sa fin. Elle a été réalisée avec le soutien de la MACSF, sous-médicale à la mutuelle des professionnels de santé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau dialogue avec d'autres invités et d'autres sujets.